Hello, bienvenue sur Prospect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de partenariat. C'est un modèle que beaucoup d'entreprises veulent mettre en place, mais elles n'y arrivent pas toujours, soit parce qu'elles sont trop pressées d'avoir des résultats, soit parce qu'elles ont confié la tâche à un directeur commercial qui est bien trop occupé, soit parce qu'elles ont du mal à animer les partenariats de telle sorte que ça génère suffisamment d'opportunités. Alors, j'ai invité le Head of Partnership de Payplug, Alexandre Coquentin, pour en parler. Les partenariats chez eux génèrent 85% du chiffre d'affaires, c'est énorme. Alors du coup, je lui ai demandé pas mal de choses. Déjà, de me partager comment ils ont commencé. Ensuite, comment ils ont structuré leur équipe et quels sont les différents types de partenariats qu'ils gèrent. Comment ils suivent la performance des différents partenariats et surtout quels outils ils utilisent. Quelle est la synergie qu'il y a entre les équipes commerciales et les équipes partenariats. Et enfin, qui me donne tous ses conseils pour structurer une stratégie de partenariat. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello Alex, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Eh ben écoute, je suis contente de te recevoir sur Prospect by Conism pour parler de partenariat. Aujourd'hui, tu es Head of Partnership chez Payplug. Payplug, c'est 85% de votre business qui provient des partenariats. Je pense que c'est le rêve de tout le monde aujourd'hui. Du coup, j'ai vraiment envie qu'on rentre assez deep dans ce sujet-là, de voir un peu comment vous avez construit ça, quels ont été les freins, quelles ont été les choses qui marchent mieux, l'animation, etc. Je sais que tu vas être dans le détail. Et du coup, j'aimerais qu'on commence directement par le début, la genèse. Qu'est-ce qui fait d'abord, tu as l'histoire de Payplug, que Payplug s'est dit qu'ils allaient investir le canal de partenariat dès le départ, en fait, globalement. Parce que c'est généralement le canal qu'on prend en dernier, dans la mesure où on se dit que c'est celui qui va ramener le moins d'argent dès le début. En fait, il y a quasiment 10 ans, en fait, Payplug, nous, notre métier, c'est de distribuer des solutions qui permettent aux marchands d'encaisser des paiements par carte, que ce soit Ok. en e-commerce ou que ce soit en magasin. Et historiquement, Payplug, il y a une douzaine d'années, quand la boîte s'est montée, était vraiment spécialisée sur la partie e-commerce. Et au tout départ, il y avait une équipe commerciale qui était en chasse de distribuer le produit directement auprès de nos marchands. Et en fait, il y a une dizaine d'années, il y a une personne qui est arrivée dans la boîte, un des tout premiers salariés qui s'appelle Vincent Viosi, qui est toujours là chez nous, qui est la personne qui est responsable de l'ensemble des partenariats avec les agences aujourd'hui, qui s'est dit, euh, en fait, plutôt que d'aller vendre notre produit directement aux marchands, on va plutôt s'appuyer sur des partenaires qui vont nous distribuer et qui surtout vont être prescripteurs auprès de notre cible. Et en fait, il se trouve que euh, quand on adresse nous un marchand qui fait du e-commerce, il y a un acteur clé pour ce marchand, c'est son agence digitale. Ok. Donc en France, il y en a vraiment beaucoup. Nous, on travaille avec énormément d'entre elles, mais nos partenaires historiques, pour en citer quelques-uns, c'est des boîtes comme Axome, Ok. comme Colors ou comme Zios, par exemple, qui sont des agences qui sont spécialisées sur des technologies e-commerce, que ce soit du Shopify, du PrestaShop, du Salesforce, du WooCommerce. Et en fait, il y a une dizaine d'années, Vincent avait compris que les agences pouvaient être un levier qui allait permettre de euh, former les e-commerçants à s'intéresser au sujet du paiement, qui était à l'époque plutôt une commodité, c'est-à-dire qu'on installe un module de paiement et on s'y intéressait pas trop. Et donc on a commencé à échanger avec les agences, à former les agences à notre métier de, de, de PSP, euh, pour leur permettre d'avoir un produit supplémentaire à distribuer à leurs clients, à former leurs clients autour du paiement, à avoir de la valeur ajoutée autour du paiement. Et on rentrait de plus en plus dans le détail sur c'est quoi la performance du paiement, comment ça fonctionne, comment rajouter des moyens de paiement, etc. Et donc Vincent a compris ça avant tout le monde il y a une dizaine d'années et on a commencé à se faire un gros réseau de d'agences partenaires qui aujourd'hui sont un de nos premiers canaux d'acquisition C'est trop et qui stylé. aujourd'hui quand elles créent un site pour un marchand, quand elles font une migration, quand elles font une montée de version et que le sujet paiement arrive sur la table, et ben aujourd'hui on sait qu'elles vont le plus souvent pouvoir faire la promotion de PayPlug quand on est en capacité de pouvoir adresser ce marchand. Ok, j'ai compris sur la partie partenariat. Maintenant, donc toi aujourd'hui, tu es Head of Partnership. Vous avez une série de partenariats. Comment ça se... Souvent aujourd'hui dans les boîtes, ce qu'on voit, c'est que la partie partenariat, elle est donnée à la direction commerciale qui doit faire ça en plus de son job. Ou bien on va avoir des boîtes qui vont commencer le partenariat et qui vont voir qu'il n'y a pas de ROI, donc vont arrêter assez rapidement. Ou bien le troisième scénario, c'est un problème d'animation et donc ça ne génère pas forcément assez de business. J'aimerais justement qu'on parle de ces trois configurations et déjà en fait de voir, vous aujourd'hui, chez Payplug, vous avez un pôle à part entière
comment ça se construit? Comment vous êtes construit justement, ça apporte 85, donc j'imagine que vous êtes une machine de guerre. Alors en toute humilité, ça a pris du temps, hein. Ça fait une 10aine d'années qu'on a construit nos partenariats. En fait, au début, c'est vraiment, il y a pas de science exacte. C'est-à-dire que je reprends l'histoire de Vincent, mais en fait, Vincent a compris qu'il fallait bosser avec les agences. Donc assez vite, il est passé à plein temps sur l'animation des agences. Et du coup, vraiment, son métier, c'était d'aller c'est vraiment un métier commercial, hein. Et Vincent, c'est un profil commercial. C'est identifier sur le marché les agences qui travaillent avec nos marchands. Donc les agences sont souvent spécialisées sur des technologies e-commerce particulières. Donc nous, on identifie quels sont les marchands qu'on peut adresser. Donc à l'époque, c'était on a fait du PrestaShop, puis on a fait du e-commerce, puis on a fait d'autres CMS, on a fait du Shopify, puis on est monté sur Magento. Donc dès qu'on sortait un nouveau module ou une nouvelle technologie, on allait identifier sur le marché français quelles étaient les agences qui étaient spécialisées sur ces technologies-là, et donc on va les démarcher. C'est vraiment un travail de chasse. On prend rendez-vous avec ces agences, on leur explique notre proposition de valeur, on leur explique pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'associer avec une boîte comme Payplug, qu'est-ce que nous on va pouvoir leur apporter, au-delà de leur apporter un projet d'apport d'affaires qui va les rémunérer sur le business qu'ils vont nous envoyer. On leur apporte aussi une expertise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les agences, leur métier, c'est de développer des sites, mais c'est aussi pour pouvoir se démarquer ou en tout cas pouvoir fidéliser leurs clients, c'est la manière dont elles vont aider leurs clients à faire plus de business, à augmenter la conversion sur leur site, à utiliser les meilleurs plugins ou les meilleures améliorations pour pouvoir augmenter la performance du site, à les aider à toucher des nouvelles populations quand par exemple le marchand veut s'internationaliser. Et en fait, le paiement est un outil qui aujourd'hui permet de se différencier, ou en tout cas qui permet d'optimiser son activité e-commerce. Donc nous, on est vraiment arrivé auprès des agences sur cette démarche-là, et donc ça s'est fait de manière artisanale au début, où en fait c'était Vincent qui a constitué son équipe avec son CRM et puis il est allé voir toutes les agences et Donc puis c'est il un a vrai construit travail son de réseau. commercial en C'est un fait? vrai travail de commercial. OK. Et 10 ans à aujourd'hui, en fait, on a continué à répliquer en fait ce modèle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à étendre notre cible, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler avec des marchands de plus en plus importants, quand on a commencé à travailler avec des marchands qui encaissent non pas seulement e-commerce mais aussi en magasin, quand on a commencé à adresser des marchands qui travaillent à l'international, en fait, de plus en plus dans l'écosystème des marchands, on identifie des partenaires qui sont implantés, que ce soit des experts du serviciel, que ce soit des experts du déploiement, que ce soit des éditeurs de solutions. Et donc, en fait, de plus en plus, on a commencé à identifier des nouveaux acteurs qui pourraient travailler avec nous, que ce soit des acteurs qui soient uniquement des prescripteurs de notre solution, ou si on tire le trait, de plus en plus des partenaires avec qui on va pouvoir faire de l'innovation technologique, avec lesquels on va pouvoir intégrer nos pages de paiement ou nos briques de paiement dans leurs produits que eux vendent eux-mêmes à leurs clients. Et en fait, tout ça s'est fait sur le temps long, mais on est toujours parti du besoin de notre client et de la stack technique et l'environnement de notre client, en se disant, en fait, si on a envie de travailler avec un marchand qui aujourd'hui encaisse plusieurs dizaines de millions, il va potentiellement falloir bosser avec son agence, mais aussi avec son éditeur qui lui fournit une solution CRM, avec l'éditeur qui lui fournit une solution de SAV, avec l'éditeur qui lui fournit un logiciel de caisse au magasin, etc., etc., etc. Donc vraiment, en partant du client, on a fini par constituer en fait un réseau de partenaires sur des verticales bien précises, mais toujours dans une optique où euh, on va chercher les partenaires qui ont les mêmes clients que nous. OK, ça c'est très intéressant parce que alors du coup, en gros, on est sur un même process commercial où vous avez du coup au départ eu en fait des premiers partenariats, on va dire, à l'opportunité. En gros, vous voyez que ça a fonctionné. Ensuite, vous avez vraiment un vrai système de segmentation en fait de partenaires. C'est-à-dire que vous avez vu qu'il y avait des premiers partenaires où ça marchait, qui vous ramenaient en fait du business et vous ramenaient, les clients que vous avez besoin et au fur et à mesure, vous avez étendu la segmentation, de vos cibles, quoi. Tout à fait. Et c'est un vrai travail de tiering, exactement ce qu'on ferait quand on identifie, quand on fait un territory plan commercial ou qu'on identifie un listing commercial avec des verticales bien précises qu'il faut aller chasser. Je donne un exemple très très simple, mais sur la partie par exemple logiciel de caisse, en fait de plus en plus on a commencé avec des boîtes qui en fait ont un business e-commerce mais ont aussi des réseaux de boutiques. Je peux citer une marque avec qui on travaille depuis longtemps, qui s'appelle Projet X, qui est une marque qui est née du e-commerce, mais qui a un réseau de plusieurs dizaines de boutiques aujourd'hui en propre et en franchisé. Et ben en fait, ce type de commerçant, ils utilisent un logiciel de caisse pour pouvoir encaisser en magasin. Et en fait, on a compris progressivement en arrivant sur ce segment-là que, en fait, il fallait que notre solution de paiement en magasin, dans le terminal, elle puisse communiquer avec la caisse pour plein de raisons métiers.
Donc, on a commencé à identifier quels étaient les logiciels de caisse les plus plaisants en France, quels étaient ceux qui adressaient plutôt du mid-market, quels étaient ceux qui adressaient plutôt du SMB. Est-ce qu'il y avait des logiciels de caisse qui étaient centrés sur des verticales? Typiquement, il y a un logiciel aujourd'hui qui s'appelle, qui est spécialisé notamment dans tout ce qui va être chocolaterie, pâtisserie. Il va y avoir des logiciels de caisse qui sont beaucoup plus généralistes. Cegid, par exemple, a une branche Cegid Retail qui a un logiciel de caisse qui est le numéro un en Europe sur la cible mid-market enterprise. En fait, on identifie sur une verticale donnée les partenaires potentiels. On identifie ceux qui sont les plus stratégiques pour nous parce qu'ils vont nous permettre d'aller chercher notre cible euh, beaucoup plus que d'autres. Et derrière, on focalise nos efforts commerciaux de partenariat sur un tiering de top 5, top 10, top 15 et on finit d'étendre au fur et à mesure. OK, en fait, globalement, il y a un go-to-market du partenariat, en fait, Ouais. si je devrais l'exprimer ainsi. Du coup, ça me fait arriver à alors déjà, j'aimerais, par curiosité, savoir est-ce que, aujourd'hui, par exemple, je sais que vous avez, fait une diversification des modèles de partenariat que vous avez donc, vous pouvez avoir, ceux qui sont dans la distribution, technologie, tu as donné d'autres exemples et cetera. Est-ce qu'il y en a, certains déjà, en fait, aujourd'hui, qui sont plus difficiles que d'autres? Ou qui vous ont demandé en fait des stratégies marketing un peu différentes. Est-ce que vous avez intégré le marketing dedans? Pas du tout. Est-ce que c'est vraiment de la pure chasse avec le head of partnership avec les différents commerciaux qui font du call call et qui appellent les gens, ou c'est fait un peu différemment? En fait, on a toujours embarqué le. Alors aujourd'hui, on a une intégration avec l'équipe marketing qui est plutôt bonne, mais évidemment au début ça s'est fait beaucoup plus au sein de la direction commerciale, c'est-à-dire qu'on allait déclencher des rendez-vous avec des partenaires, et puis au fur et à mesure, en fait, le marketing a toujours été assez proche des équipes commerciales et des équipes partenariats chez Bplug, notamment sur plusieurs aspects, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour animer un écosystème de partenaires, il faut être en capacité de créer du contenu pour pouvoir communiquer sur ce qu'on sait faire, créer du contenu sur notre programme partenaire et ce qu'on peut apporter aussi aux marchands. Et en ça, l'équipe marketing est quand même centrale parce que c'est elle qui va formuler les messages, formuler la proposition de valeur, mettre en forme cette proposition de valeur et alimenter aussi le pitch des équipes commerciales, des équipes partenariats. On a une fonction notamment PMM chez nous qui est assez forte et qui aujourd'hui nous fonctionne plutôt très bien en triptyque avec l'équipe produit commercial et marketing. L'équipe marketing est aussi beaucoup, au-delà de la partie contenu, elle est aussi très présente sur la partie événementielle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est plutôt bon chez Payplug, c'est notre capacité à animer aussi un écosystème. Que ce soit sur les événements qu'on fait en propre, sur les événements auxquels on va participer, sur des grands salons sur lesquels on va envoyer des équipes. Donc vraiment, l'équipe marketing vient en soutien de l'équipe de partenariat justement dans cette démarche de prospection, équipe partenariat qui est elle-même au service de l'équipe commerciale. Et en fait, c'est vraiment réussir à lier ces trois équipes-là qui fait que, in fine, ça fonctionne. Ok, en France, il y a très peu d'équipes dédiées à la partie partenariat. En tout cas, je commence à en voir, mais finalement, des gens qui ont ton intitulé de poste, il n'y en a pas tant que ça, ou pour des boîtes très spécifiques qui se sont construits sur ce canal-là. Comme je disais tout à l'heure, c'est souvent le directeur commercial. Toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, vous avez pas mal testé, vous avez fait vraiment vous avez une approche test and learn. Euh, Toi, aujourd'hui, typiquement, si tu dois donner un conseil là, à quelqu'un qui nous écoute, qui se dit qu'il y a une opportunité en fait à développer vraiment sa partie partenariale, est-ce que tu penses qu'il devrait y aller à fond et donc du coup se constituer une équipe vraiment propre, ou est-ce qu'il y a un entre-deux justement pour pouvoir faire les apprentissages dont tu parlais tout à l'heure? C'est une question pas facile. Ah, je sais. Ouais. Je pense que ça dépend du. Nous, on a eu plutôt de la chance parce qu'on était historiquement sur un produit et sur un marché où la vélocité du cycle de vente était très rapide. Ok. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, quand on a ouvert le canal agence, nous, les marchands avec qui on travaillait, c'est des marchands qui encaissaient plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par an en e-commerce. Mais donc, c'était des marchands pour qui avaient besoin, sur leur site e-commerce, d'avoir un module de paiement pour leur site Shopify ou pour leur site PrestaShop qui encaissait de la carte, CB, Visa, Mastercard, potentiellement de l'American Express et du Bon Contact pour la Belgique. Et ils avaient besoin d'un dashboard pour pouvoir suivre leurs encaissements. Et c'est à peu près tout, quoi. Donc en fait, tu étais sur des cycles de vente qui parfois duraient 3 jours. Ok. Donc en fait, quand tu te crées un réseau d'agences qui derrière va te distribuer à leur portefeuille des clients, qui ils peuvent avoir 5, 10, 15, 20 clients, en fait, assez vite, tu as une vélocité qui va très vite. Donc nous, on a été capable de
passer à l'échelle sur la partie partenariat assez vite parce qu'on avait cette vélocité-là. OK, très Euh, intéressant. OK, donc Aujourd'hui, je fais le parallèle avec une autre verticale de partenariat qu'on a, qui est très paiement, qui sont les orchestrateurs de paiement. Aujourd'hui, on travaille avec des marchands, Western Union par exemple, pour en citer un, euh, ou Back Market par exemple, qui sont des marchands qui aujourd'hui encaissent des milliards à l'échelle internationale et en fait n'ont pas qu'un seul partenaire de paiement, ils en ont plusieurs. Ils vont en avoir un pour l'Europe, un pour l'Afrique du Nord, un pour les US, un pour le LATAM, parce qu'il va aller chercher le bon partenaire localement. Et bien pour pouvoir brancher tous ces partenaires à sa stack technique, il va avoir besoin d'une couche d'orchestration. Et puis il y a des boîtes qui se sont spécialisées dans ce métier-là. Travailler avec des marchands comme Back Market, la vélocité du cycle de vente est hyper longue. C'est des cycles de vente qui peuvent durer 18 mois jusqu'à 2 ans parce que c'est des énormes projets côté marchand, mais c'est aussi des énormes projets côté technique, parce que déployer nos routes de paiement sur un marchand comme Back Market, ça prend plusieurs semaines d'implémentation. Donc en fait, la différence est vraiment à ce niveau-là, c'est-à-dire que mmh. euh, je pense que si on est sur un cycle de vente avec plutôt une forte vélocité, un produit qui est plutôt simple à déployer, avec une proposition de valeur qui est assez claire à comprendre. Nous, le paiement, c'est quasiment une commodité Mmh. sur des petits marchands, donc en fait, ça peut aller très vite. Là, on a la possibilité d'avoir une personne côté partenariat qui va vraiment avoir un profil de chasseur, un profil sales, parce que son objectif, ça va être de démarcher des distributeurs ou des prescripteurs avec des projets d'apport d'affaires. Quand on est sur un produit qui est beaucoup plus complexe, euh, en fait, la fonction partenariat, elle est pas uniquement commerciale parce que un profil uniquement sales, il va avoir besoin en fait de compléter son expertise avec de l'expertise produit, avec de l'expertise technique, avec de l'expertise marché. Donc vraiment, je pense que le curseur se situe un petit peu entre les deux et ça dépend vraiment du produit. Nous, on a eu la chance de commencer avec de la forte vélocité, donc ça nous a beaucoup appris, ça nous a beaucoup testé. Et en fait, progressivement, on se rend compte que plus on monte et plus on arrive sur des partenaires qui sont pas uniquement des partenaires de distribution, mais qui sont aussi des partenaires technologiques, et ben plus on doit aller chercher des profils partenariats qui ont une fibre commerciale, c'est certain, mais qui ont aussi une fibre beaucoup plus produit, beaucoup plus Technique, technique. OK. Tout à fait. Et bah, du coup, en fait, ça m'intéresserait de comprendre un peu la structure de ton équipe aujourd'hui, parce que ça commence à c'est une grosse machine et en fait, aussi également que tu puisses, répondre justement, au type de profil. Tu as un peu répondu et cetera. Sur la partie commerciale, hem, qu'est-ce que enfin, il y a différents types de commercial, on le sait, on se connaît, hein, notamment sur ce volet-là. Tu as eu une grosse expérience aussi, sales, avant d'être sur le partnership. Heu, Qu'est-ce qui est important dans ce type de profil pour justement avoir une stratégie qui fonctionne? Moi, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui, j'ai 5 personnes dans mon T'as beaucoup de équipe. chance, toi. Hein, Ouais, c'est un travail collectif. J'ai 5 personnes dans mon équipe. J'en ai deux qui vont arriver dans les 3 prochains mois, deux Ouais. personnes qui vont nous rejoindre. Et j'ai quand même beaucoup de diversité dans les profils. C'est-à-dire, j'ai des personnes qui sont plutôt des commerciaux purs. J'en ai plutôt qui viennent vraiment du partenariat technologique complexe. J'en ai une personne qui vient plutôt du conseil avant d'être repassé sur un métier plutôt partenariat, plutôt sales. Euh, j'ai des personnes qui vont arriver qui sont plutôt des profils issus du produit. Donc en fait, j'ai vraiment un panel qui est assez large. Donc en fait, ça fait que tu crées de la complémentarité dans ton équipe et t'as pas uniquement des chasseurs un peu bourrins ou un peu bourrines Ouais. qui vont te créer de la tension tout le temps, quoi. OK. Donc ça déjà c'est important. Enfin, je pense que la diversité dans une équipe est hyper importante. Aujourd'hui, moi, dans mon organisation, donc j'ai ces 5 personnes qui sont chacune responsables d'une verticale de partenariat. Donc j'ai une personne sur la partie partenaire e-commerce, que ce soit des cabinets de conseil ou que ce soit des éditeurs de solutions e-commerce, par exemple, verticalisés. J'ai une personne qui est un peu le pendant, mais sur la partie retail, donc tout ce qui va être solution d'encaissement retail, OMS ou logiciel de caisse. Une personne vraiment sur la partie encaissement magasin, donc qui va vraiment travailler avec tous les monéticiens et les experts du paiement magasin. Une personne qui est vraiment sur les gros partenaires paiement internationaux, les orchestrateurs, les PFAC, etc. Et j'ai une 5e personne qui aujourd'hui est plutôt sur les partenariats régionaux en Italie, au Benelux et en Espagne pour préparer nos clients qui se déploient à l'international. Donc en fait, on a vraiment verticalisé pour pouvoir spécialiser chacun des lead partnerships par rapport à la cible qu'ils vont adresser, parce qu'en fait, on est quand même sur un métier où
le paiement reste quelque chose de complexe, donc en fait, vendre le paiement, on doit le rendre hyper simple, et pour pouvoir le rendre simple, il faut qu'on soit capable de créer des bons connecteurs. Et donc pour ça, moi, je suis assez convaincu que la spécialisation marche dans les fonctions commerciales ou partenariats. Euh, et surtout, c'est une équipe plutôt d'experts, c'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui ont 5, 6, 7, 10, 15 ans d'expérience et qui sont passées par plein d'autres métiers avant. Donc il y en a qui sont spécialisés du paiement, d'autres qui sont pas spécialisés du paiement, mais c'est tous des profils plutôt seniors. OK, donc profil plutôt senior, des profils qui sont segmentés en fonction des cibles, Ouais. enfin spécialisés en fonction des cibles. Tu as un peu parlé tout à l'heure, j'aimerais juste qu'on revienne en arrière, des synergies qu'il peut y avoir avec le marketing, et cetera. Dans quelle mesure, on sait qu'une équipe commerciale typiquement a quand même pas mal d'impact, après on limite son impact qu'il peut avoir sur les autres équipes et sur le produit, sur ce que devient le produit, et cetera, par rapport à ces insights. Comment on fait? Parce que, encore une fois, je pense que les gens ont une version très française, du partenariat, et donc ils le poussent pas autant qu'on peut le pousser dans d'autres pays, notamment aux US. Hem, Est-ce qu'aujourd'hui, ton équipe, dans quelle manière elle impacte justement, la partie produit, la partie aussi commerciale ou les autres équipes? Comment vous organisez ça? Comment tu fais pour en sorte que tout ça, ça fonctionne, notamment par rapport, j'imagine que tu as masse de retours en fait des différents partenaires. Bah nous, on aurait besoin de ça, on aurait besoin de ça, on aurait besoin de ça pour y aller quoi. Donc si tu Ouais. veux avoir une machine commerciale, enfin une machine partenariale pardon qui fonctionne, bah il faut pouvoir adresser et savoir faire le tri. Ça on s'en fout, ça on s'en fout pas, etc. Je te dis ça parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens freinent les partenariats parce qu'il y a un moment donné, bah le truc qui arrive c'est bah pour qu'on puisse faire un partenariat avec lui, bah faut qu'on fasse ça et ça se bloque vraiment. Donc comment tu fais ce travail là? C'est une question pas facile encore, En fait, j'avoue. en fait, c'est ma spécialité. Sur mes podcasts, je réponds, on répond aux questions Non, non, pas mais attends, évidentes. c'est très bien, très bien, très bien. Comment Mais est-ce la qu'on fait réponse, ça peut pour... être, c'est le bordel, on n'y arrive pas, hein, ou c'est Ouais, ouais, compliqué. attends, encore une fois, en toute transparence, on n'est pas... il y a des moments où c'est un peu le bazar, mais en gros, l'influence de la partie produit, en fait, nous, il y a une posture quand même qu'on a qui est que on est sur un marché où en face de nous, on a des mastodontes. Bah, C'est-à-dire que Stripe. nos concurrents, c'est Stripe, c'est Adyen, c'est Mm, Checkout, c'est WorldPay. mm. Pour ne citer que ces quatre gros-là, il y a aussi les US qui sont en train d'arriver chez nous. Bref, on se bat vraiment contre des boîtes qui, en termes vraiment de taille, font 100 fois PayPlug, en termes de chiffres. Donc c'est vraiment des PSP qui ont des moyens financiers, produits, technologiques, humains qui sont délirants par rapport à nous. Euh, et qui ont un produit qui est plus complet que le nôtre si on prend un peu l'API au global, quoi. L'ensemble des fonctionnalités, ils ont un produit qui est plus complet. Donc il faut qu'on soit plus malin. Il faut qu'on soit plus malin. Donc euh, pour être plus malin, il y a évidemment le fait de faire en sorte, et c'est un peu ce que je te disais, d'avoir des personnes côté partenaire, mais c'est aussi le cas dans nos équipes commerciales, d'avoir des experts du paiement sur leur verticale. Tu vois, j'ai une personne chez moi qui s'occupe de la partie partenariat avec des logiciels de caisse. Ça fait 1 an et demi qu'il est chez nous et c'est devenu une machine de guerre sur la compréhension de ce marché. Très bien. Ok. Euh, donc, il est capable d'aller nourrir nos équipes produits sur la compréhension de quoi a besoin le marché, de quoi ont besoin nos partenaires et surtout dans quelle direction on va, c'est-à-dire quelles sont les tendances qui vont arriver. Et il y a un exemple assez intéressant, c'est qu'on a participé à un événement qui s'appelle NRF, où il y aura une prochaine grosse échéance qui sera la NRF Europe à Paris qui remplace la Paris Retail Week en septembre. On a participé à l'édition à New York au mois de janvier. Et en fait, sur la NRF New York, on a vu pas mal de nouveautés dans le retail qui pourraient arriver dans quelques années, d'ici 2-3 ans en France. Il y a un gros sujet, c'est la question de la mobilité. Donc, est-ce que dans quelques années, dans les boutiques de mode, en fait, la caisse physique disparaîtra au profit de vendeurs ou de conseillers ou de conseillères qui se baladeront avec un device portable et qui pourront tout faire avec. Ah ouais. Donc en fait, là où on est plutôt bon chez Payplug et on essaie plutôt d'être bon, c'est que encore une fois, il faut qu'on arrive à comprendre le marché, comprendre la direction et essayer d'être malin pour faire en sorte d'exploiter ces tendances et d'exploiter ces besoins produits. Donc nos partenaires managers, ils viennent alimenter nos équipes produits avec les besoins du marché. Donc derrière, ça permet d'impacter la roadmap.
sachant qu'on a un peu d'inertie parce qu'on est quand même 330, donc on est plus si agile qu'on l'était il y a quelques années. Mais surtout, là où on n'est pas mauvais, c'est sur notre capacité à faire de l'innovation en externe. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va réussir à s'associer avec des éditeurs de solutions ou avec des acteurs du paiement en externe, avec qui on va pouvoir créer de la complémentarité. OK. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir intégrer dans notre produit ou pouvoir intégrer un acteur extérieur dans notre produit, que ce soit en marque blanche, que ce soit en créant des offres packagées, en allant distribuer nos pages de paiement ou nos settlement reports ou nos liens de paiement dans le produit d'un partenaire pour aller créer une valeur différenciante par rapport à nos concurrents. Euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est toujours forcé à être en avance et à être en veille parce que, encore une fois, nos concurrents ont une force de frappe technologique qui est beaucoup plus costaud que la nôtre, et ils ont plutôt tendance à avoir une posture en disant, bah, en fait, nous, on sait tout faire. Nous, chez Pepplog, on sait qu'on peut pas tout faire. On est honnête là-dessus. Donc, en fait, il faut qu'on soit en capacité de comprendre beaucoup mieux ce qu'il y a derrière pour être capable, pour des marchands, de leur apporter l'exacte bonne réponse par rapport à leurs besoins. C'est-à-dire plutôt d'arriver avec un produit, je sais tout faire, donc débrouille-toi. Débrouille-toi et Et prends ce qu'il y a à prendre et voilà, on va vous plutôt dites prendre notre produit, on va voir ce qu'on peut construire autour avec de l'innovation interne, avec de l'innovation externe, pour ensuite être en capacité de le déployer, et surtout en s'associant avec les bons partenaires. Et ça, c'est un truc dans lequel on croit beaucoup. C'est qu'en fait, le all-in-one, en fait, le all-in-one, c'est très bien. Nous, le all-in-one, on le voit plutôt d'une manière où, en fait, on va réussir à construire autour de nous un écosystème de partenaires technologiques, spécialistes de l'intégration, spécialistes du déploiement, spécialistes du serviciel, qui, à la fin, pour le marchand, va avoir un produit qui s'appuie sur plein d'expertises différentes et qui va être exactement ce dont il a besoin pour ses besoins d'encaissement. OK, très, très clair. Super. Du coup, tu as décrit pas mal de choses. J'aimerais bien maintenant qu'on s'attarde sur, comment on mesure la performance, comment on pilote la performance de la partie partenariat. Ouais. Est-ce que vous avez des outils spécifiques? Ou est-ce que vous faites comme certaines personnes, vous utilisez, le CRM maison? Bon, je sais que c'est pas ça, mais voilà, du coup, comment vous faites pour gérer? Comment tu arrives à savoir que là, ta team, elle est bien sur la partie partenariat? Parce que c'est pas tout à fait pareil que la partie sales, tu vois? Tu peux pas avoir les mêmes métriques. Alors, au risque de te surprendre, Si. on n'a pas grand-chose. Enfin, on n'a pas OK. grand-chose. En fait, c'est pas, vraiment, on a un CRM, HubSpot, et on a un outil de BI qui est Domo, et on est en train de changer sur un autre outil qui s'appelle Tableau. Vraiment, la performance de l'équipe partenariat, je la mets un peu à deux niveaux. C'est-à-dire que moi, j'ai dans l'équipe, il y a une partie de l'équipe qui est la majeure partie de l'équipe, dont l'objectif, ou en tout cas la vision, la philosophie, la finalité, c'est d'avoir un impact business immédiat et clair pour les équipes commerciales. OK. Donc, cette partie de l'équipe, elle est objectivée sur leur capacité à générer des opportunités commerciales depuis leur réseau de partenaires, mais pas que. C'est-à-dire, c'est générer des opportunités commerciales, c'est influencer des opportunités commerciales via un réseau de partenaires, c'est aider les commerciaux dans le closing des cycles de vente. Et après, il y a tout ce qu'il y a autour qui permet de faire ça, c'est-à-dire animer des partenaires pendant des business reviews pour être en capacité d'aller créer des démarches commerciales communes sur des appels d'offres, d'aller imaginer des innovations technologiques, d'aller monter des événements spécifiques pour aller inviter des clients communs en marge d'un gros salon, prendre la parole sur des webinaires ou sur des talks spécialisés. Donc vraiment, leur métier, c'est d'avoir un impact business immédiat. Et ça, on le mesure d'une manière très simple. C'est à la fin, combien de volume de paiement processé est passé par ton portefeuille de partenaires. OK. Métrique très simple. Très clair. Ouais, Même c'est si efficace. évidemment la responsabilité du closing reste chez les commerciaux, on mesure la performance d'un portefeuille de partenariat ou d'une verticale de partenariat au business qu'elle a généré. OK. Peu importe que le deal a été closé ou pas? Alors, peu importe que le deal a été closé ou pas, à la fin, on reste quand même une boîte où nous, on est obligé de faire, enfin, on cherche à faire de la croissance, hein, c'est un secret pour personne. Donc en fait, on regarde le volume qui passe à la fin et le chiffre d'affaires que ça génère. Après, évidemment, si on se retrouve, il faut aussi être en capacité d'analyser correctement ces métriques. Mais typiquement, si on a un chargé de partenariat qui génère énormément d'opportunités, mais qui vont jamais au bout, il faut un peu s'interroger sur, en fait, la pertinence des opportunités qu'on a ouvertes. Est-ce qu'on a le bon produit? Est-ce que le cycle de vente est bien géré? Est-ce que le partenaire est bien activé? Ouais, classique, Euh, quoi. Ça, vraiment, c'est Trouver assez qu'est-ce qui se passe, pourquoi on convertit pas plus. OK. tout à fait. Mais la finalité, c'est vraiment de mesurer du business. Et après,
moi, sur la manière dont j'anime aussi l'équipe, en fait, chacun des partenaires managers va aussi avoir des objectifs plutôt qualitatifs autour, c'est-à-dire quelle est l'influence que tu as portée avec ton partenaire sur des deals, est-ce que tu as fait venir des partenaires en interne pour faire de l'enablement auprès des équipes, est-ce que tu as participé à des événements en externe, est-ce que tu as créé du contenu en externe, est-ce que tu as pris la parole. Ça, vraiment, je le construis avec chacune des personnes de l'équipe partenariat euh, par rapport à la maturité de sa verticale, par rapport à la typologie de son portefeuille et surtout par rapport à l'impact qu'il doit avoir dans le chiffre. Parce que tu vois, OK, ma verticale e-commerce, elle est beaucoup plus mature que ma verticale retail, donc je sais que on mesurera pas forcément les mêmes choses. OK, Après, de manière très pragmatique, ils ont tous le même objectif à la fin. J'ai pris OK, l'objectif, je l'ai divisé en trois, tac. OK. Euh, et il y a une deuxième partie qui sont plutôt les personnes dans l'équipe qui travaillent sur des partenariats plutôt long terme. Et ça, c'est encore une fois quelque chose sur lequel on a plutôt toujours été bon et on s'est forcé à le faire. On a des partenariats qui aujourd'hui nous génèrent du business, nous génèrent des opportunités commerciales avec qui on l'envoie aussi des clients. Bref, c'est très court terme, c'est très impact business et c'est exactement ce dont on a besoin. En revanche, il faut toujours qu'on soit capable de préparer l'avenir. Et en fait, il faut qu'on soit en capacité de comprendre quels sont les partenaires de demain qu'on n'a pas encore identifiés. Là, je te donne un exemple. J'étais parti à Las Vegas pour un salon il y a 3 semaines, pour le salon MRC, qui est un des plus gros salons dédiés au paiement et à la fraude. Et ben en fait, j'ai rencontré énormément de sociétés qui sont spécialisées dans la gestion de la fraude. Il y en a qui sont spécialisées sur un segment spécifique de la gestion de la fraude, donc c'est vraiment c'est assez nouveau pour nous. Typiquement, c'est une verticale aujourd'hui qu'on n'a pas encore ouverte et ça va nous prendre potentiellement 6 mois, 12 mois, 1 an et demi pour réussir à bien mapper cet écosystème, à identifier quels sont ceux avec qui on peut travailler, quels sont ceux qui aujourd'hui sont peut-être encore un peu trop loin, comment est-ce qu'on peut pouvoir travailler avec eux d'un point de vue produit, d'un point de vue business, d'un point de vue marketing. Et donc, il faut réussir à toujours faire un peu les deux en parallèle. C'est-à-dire avoir une équipe partenariat qui a un impact business, parce que c'est quand même la finalité de notre métier, hein, on est là pour faire de l'argent, soyons clairs, mais avoir aussi une équipe qui est aussi dédiée à la préparation des partenariats de demain, parce que c'est un métier qui prend du temps long, et en fait, valider un partenariat euh, enfin, valider la pertinence commerciale d'un partenariat, ça prend 1 an et demi Et avant ben, que ça prod, quoi. en tout cas, je trouve ça hyper intéressant et j'aimerais qu'on s'arrête sur ce point-là parce que, en fait, tu marches sur tes 2 jambes, quoi. Effectivement, non, J'essaye. mais tu as compris. C'est qu'en fait, tu essaies de faire en sorte d'avoir effectivement parce que je parle toujours à l'aune des gens qui peuvent nous écouter, où il y a quand même sur la partie partenariat un truc où les gens, je ne sais pas pourquoi, sont toujours pressés. Pressés que ça donne du résultat, etc. Et là, je trouve que tu donnes des éléments de réponse en disant, bah, effectivement, quand on commence à avoir une stratégie de partenariat qui commence à être mise en place, on va avoir deux types de partenariats. On va avoir des partenariats qui vont nous ramener, évidemment, qui va être un vrai canal de lead gen immédiat et qui va nous apporter du revenu. Et puis, mais en même temps, sans oublier, et je pense que cette brique-là, qui est intéressante, de se dire, bah, en fait, notre objectif pour toute boîte, surtout dans un contexte où pour chaque problème, il y a 1000 solutions, que tu dois être aussi également dans une capacité de répondre aux problèmes futurs de tes clients, ton business, etc. Et donc d'avoir des gens où tu aurais l'impression que tu perds de l'argent parce que de manière immédiate, ils n'apportent pas de revenus, mais en réalité, ils te ramèneront du revenu. Et donc, il faut le voir un peu comme un go-to-market sales, où en réalité, bah, il faut 1 an pour pouvoir creuser, voir comment tu vas adresser ce segment tout simplement. C'est bien ça? Absolument. C'est Ok. tout à fait ça. Et en fait, vraiment le meilleur moyen d'accélérer ce temps, euh, c'est de donner sans compter. En fait, c'est vraiment si vous voulez qu'un partenaire, enfin, accélérer le temps sur la manière dont vous allez pouvoir travailler avec un partenaire que vous avez identifié, il faut que vous lui envoyiez du business. Franchement, il n'y a pas de secret. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on se force à faire, mais parce qu'on y croit aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on recommande à un de nos marchands, un de nos partenaires, que ce soit par exemple une solution e-commerce qui va être dédiée à la partie marketing, que ça va être une solution d'encaissement au magasin de logiciels de caisse, en fait, on va le recommander à un de nos clients parce qu'on est certain de la valeur que ce partenaire va pouvoir apporter à notre client. Et ça, on utilise beaucoup ce levier parce que on sait qu'en faisant ça, en recommandant un partenaire à un de nos clients, en lui envoyant là, avec une mise en relation, et voilà, on sait qu'on va à la fois apporter de la valeur à notre client final, le marchand, parce qu'en fait, au-delà de lui apporter une solution de paiement, on est capable de l'aider sur l'ensemble de son métier. Et ça, c'est hyper important. Et surtout, le deuxième impact, c'est que le partenaire avec qui vous avez envie de bosser, bah, vous lui dites, en fait, moi, je suis prêt à te recommander parce que je considère que ton produit est le bon et que notre proposition de valeur commune est forte.
Et donc ça, il faut vraiment commencer par ça. J'ai un peu trop vu des partenaires potentiels, ou en tout cas des équipes partenariats qui pouvaient avoir tendance à se dire, en fait, on lance un partenariat en se disant, bah, on se tape dans la main, on est partenaire, donc on va connecter nos crossbeam pour pouvoir voir les opportunités croisées et croiser nos CRM. Puis on va faire une intervention auprès de l'équipe du partenaire, auprès de ses équipes commerciales pour le former à notre solution et à notre produit. Et puis après, on va faire un post de blog. En fait, tout ça, c'est vraiment super, mais si le partenaire ne s'y retrouve pas de manière très court-termiste sur, en fait, ça va me rapporter de quelque chose, en fait, ça, c'est un peu du bruit, quoi. Donc Alors, évidemment, c'est hyper important de faire de l'animation, de l'enablement, mais il faut garder en tête qu'un partenariat, c'est quelque chose qui doit être win-win pour les deux, et le win-win, en général, ça se compte en business. OK, très intéressant. Moi, j'ai une question alors qui n'était pas prévue, mais elle me vient maintenant là, en discutant de ça. Comment ça se fait qu'il y a pas de playbook ou peut-être que, en tout cas de moi de d'où je viens là, je vois pas de playbook réel, sur comment réussir une vraie stratégie de partenariat, notamment en France. Heu, on va parler, quand on va parler de partenariat, de la stratégie de Spot, bien sûr. On va parler d'acteurs comme ça. On va se dire: «Ah, c'est incroyable, c'est super ce qu'ils ont fait» et ils ont, basé toute leur, stratégie de vente sur la partie partenariale. Mais justement, il n'y a pas de réel playbook comme on peut en avoir, par exemple, un GTM, tu vois, ça marche comme ça. Tu as ton équipe revenu avec ton équipe market, ton équipe sales, ton équipe CSM, et voilà comment ça va fonctionner, et cetera. J'en appelle plus à ta vision. Tu sais que j'aime bien faire ça, j'aime bien, j'aime bien, voilà, un peu avoir ta vision, toi, de ce qu'il y a sur le marché. Est-ce qu'il y a des petits groupes comme ça qui existent et en fait, finalement, vous parlez qu'entre vous et vous gardez des petits secrets pour vous? Voilà. Alors, alors, dans notre écosystème un peu, j'allais dire fermé, mais de la tech française, toutes ces fonctions partenariat, c'est quelque chose qui reste assez nouveau. Alors, Mmh. c'est pas non plus complètement récent, mais ça reste quelque chose qui est quand même assez nouveau. Après, faut garder aussi à l'esprit que ce soit au niveau international, aux US, les très gros mastodontes, tu vois, les Google ou tous les gros éditeurs de solutions comme Oracle ont toujours eu des équipes partenariats Ouais, je parle hyper bien vraiment de la France, dimensionnées. ouais. Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Sur nous, notre écosystème tech, et je parlais de celui-là parce que c'est le secteur que je connais, ça reste assez récent. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui vont aussi un petit peu à tâtons. OK. Si il y a beaucoup de contenu quand même qui existe, fait par plusieurs personnes qui sont sont spécialisées là-dedans. Je penserai à deux choses. Il y a la première, c'est une communauté qui s'appelle Partnershift, qui est un groupe Slack qui regroupe, alors je pense qu'il doit y avoir plus de 400 personnes, même plus de 500 personnes, qui regroupe plein de partenaires managers de la place. Et donc il y a pas que de la tech, hein, parce que ça s'est vachement élargi. Et il y a un Slack qui existe. Il y a vraiment il y a une newsletter, il y a un site, il y a vraiment beaucoup de contenu qui est posté sur ce Slack-là. Il y a des webinaires qui sont faits régulièrement. Il y a du contenu marketing, il y a du contenu de formation. Donc ça, c'est une première source qui est vraiment plutôt bonne, hein, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le partenariat. Il y a plein de choses à voir. Et puis plus récemment, moi j'ai eu encore une fois l'opportunité d'en parler avec Maxime Imbert qui est spécialisé dans les partenariats, qui aujourd'hui est freelance sur le sujet et qui a lancé un podcast il a fait 4 épisodes, 3 ou 4 épisodes avec des spécialistes du partenariat. Et c'est encore des bonnes sources d'informations. Le dernier épisode a été fait avec Romain Goueffon, qui est le Head of Partnership de chez Conto, et on en apprend vraiment beaucoup de choses. Et en fait, en comparant euh, tout ce qui peut être dit sur la partie partenariat, en fait, on se rend compte que en fait, ça s'est beaucoup construit à tâtons. C'est aussi beaucoup de bon sens. Ça s'est beaucoup construit dans les équipes commerciales. Et en fait, dès lors que les entreprises se sont rendues compte que les partenariats étaient un levier de conversion ou d'accélérateur de business, bah, ils ont commencé à se dire en fait il faut qu'on spécialise en fait cette partie-là. Et après, chaque société est vraiment différente. Et pour en parler, je prends encore une fois l'exemple de Conto parce que je trouve que ce qu'ils ont fait sur la partie partenariat est vraiment très forte. L'approche de Conto est complètement différente de la nôtre parce qu'ils ont réussi eux à avoir un business de distribution avec une capacité de projection et de forecast et de création de produits qui est très très forte. Là où nous, on s'est beaucoup plus construit sur de la distribution qui n'était pas forcément automatisée, mais on allait chercher de la proximité avec les acteurs avec lesquels on bossait. OK, très, très intéressant. OK, bah, en tout cas, merci pour ça. J'aimerais qu'on parle du coup maintenant de, OK, sur la partie partenariat, il y a forcément ce lien avec les ventes, tu l'as dit, notamment sur la partie court terme.
J'aimerais savoir de manière très pratique, parce que alors là, pour le coup, je me dis, c'est quoi? Ça doit être un peu un bordel dans le sens où déjà dans une équipe commerciale, faire en sorte que les commerciaux ont leur bonne boîte, dans le bon CRM. Ok, même quand il y a des RevOps, c'est le bordel. Faut arrêter de mentir aussi. Donc du coup voilà. Donc quand tu rajoutes une brique comme ça où tu as les partenariats, comment tu fais pour vraiment, comment vous avez essayé? Alors j'imagine que vous avez fait plein de tests, etc. Mais aujourd'hui, comment vous gérez ça justement, l'intégration des partenariats dans le plan un peu territorial des différents commerciaux? Ça c'est ma première question. Et après je te présente ma deuxième, qui est plutôt sur l'influence. Quand, par exemple, j'ai un sales qui a une problématique en fait à closer un deal, comment vous arrivez à faire en sorte de faire peut-être intervenir un partenariat? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Tu l'as dit plus ou moins, pour faire en sorte d'accélérer et réduire le cycle de vente. Ouais, ok. Alors, dans ta première question, il y a deux sujets. Le premier sujet sur la partie vraiment Ops, CRM, il y a un truc qu'il faut vraiment pas. Ça, moi, je l'ai compris. Je l'ai compris vraiment en arrivant chez Payplug. C'est en fait la partie RevOps, SalesOps est vraiment une fonction sur laquelle il faut investir dès le départ. Euh, Vraiment, c'est vraiment pas négligeable parce que c'est le passage à l'échelle progressif. Il faut que le CRM soit en capacité de suivre. Nous, on a eu plein de galères de CRM. Au moins, on a eu 3 gros projets de migration de CRM depuis que je suis là, parce qu'il y a quelques années, on s'est branché au CRM de BPCE qui a créé une montagne de galères qui nous a pris des mois à corriger, parce que en fusionnant avec une autre boîte du groupe BPCE, on a dû faire passer leur Salesforce dans notre HubSpot. Bref, en fait, on est toujours en train de faire des évolutions, mais aujourd'hui, la partie RevOps et CRM est portée par une fonction forte chez nous, qui est rattachée à la partie marketing d'ailleurs, parce que le CRM historiquement était côté marketing. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à cette fonction qui est forte, et surtout grâce à une impulsion de l'équipe commerciale, que ce soit la directrice commerciale Camille ou que ce soit notre chief commercial Nicolas, ils ont tous les deux la volonté et surtout l'engagement de faire en sorte que le CRM soit l'unique source d'information valable. Hmm. Et donc en fait, à partir du moment où cette volonté elle est incarnée et ensuite elle est portée par des équipes qui ont vraiment le mandat pour faire respecter des règles, implémenter des règles, évidemment en bonne intelligence avec l'équipe commerciale pour s'assurer que le CRM soit quelque chose d'utile, en fait ça fonctionne quoi. Moi, en toute honnêteté, je suis vraiment naze en CRM, donc je suis un peu toujours à la bourre quand il s'agit de mettre des choses à l'intérieur. Mais là, l'équipe partenariat commence à arriver dans le CRM. On a déjà énormément de choses qui sont automatisées, qui sont faites. Et en fait, progressivement, tout le monde comprend bien que d'avoir en fait un CRM dans lequel l'information est la bonne, que ce soit du sales ou que ce soit du partenariat, c'est mieux que chacun, plutôt que chacun ait son fichier Excel, quoi. Ça, franchement, Bah, vraiment, faut, voilà. bah, ça c'est cool, mais alors du coup, juste pour préciser, alors, sans rentrer dans le détail de votre grosse machine, surtout si vous avez derrière, c'est d'avoir des trucs un peu complexes, mais typiquement, est-ce que de la même manière où ton équipe partenariale, elle est spécialisée, est-ce que de l'autre côté, c'est extrêmement clair de se dire, bah, les partenariats, comment en fait se fait cette distribution, tu vois? Parce que c'est toujours ça qui peut se poser la question, c'est de dire, bah voilà, il y a tel partenaire qui a envoyé, je sais pas moi, peut-être 60 leads sur le quarter. Ces 60 leads, est-ce qu'ils vont sur une seule personne ou est-ce qu'ils sont dispatchés en fonction de critères que vous avez décidés? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a la même correspondance? Est-ce que par exemple, je sais que je pose cette question-là parce que il y a des personnes qui se posent la question, tu vois, d'avoir des espèces de binômes BDR, AE, par type de partenariat avec un type d'AE. Donc voilà, comment ça se construit ça? Alors, chez nous, on a plusieurs façons de fonctionner. On a plusieurs façons de fonctionner. On va avoir, d'un côté, je prends les. En fait, on a une matrice d'affectation qui nous dit en fait telle typologie de lead avec tel volume, si c'est uniquement du e-commerce ou si c'est aussi du retail ou si c'est de l'omnicanal avec telle taille de marchand et telle complexité, en fait ça part plutôt sur telle catégorie de sales. Ça, on a Ok, une matrice qui est très claire chez nous, ok. qui évolue tous les 6 mois, tous les 12 mois, en fonction évidemment des allées et venues de l'équipe, en fonction de la montée en compétences des commerciaux, en fonction de l'évolution aussi de la typologie du business qu'on arrive à rentrer. Euh, Quand on est sur une activité de distribution pure où on a énormément de vélocité avec beaucoup de volume et des leads qui sont plutôt sur de l'access market ou du SMB, en général, on l'affecte plutôt à une personne chez nous. On a notamment un commercial chez nous qui est excellent pour traiter de la masse
sur des petits, enfin sur des gros volumes de petits clients. Donc là, en général, j'ai un exemple en tête. On a un partenaire qui nous envoie plusieurs leads par semaine. En fait, on le dirige directement vers lui et c'est beaucoup plus simple comme ça parce qu'en fait, on cherche de la vélocité. Quand on est sur des sur des clients qui sont un peu plus importants, sur du SMB, up SMB ou mid-market, c'est-à-dire des marchands qui vont commencer à faire 1, 2, 3, 5, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. En général, l'affectation, soit les partenaires managers ont leur binôme ou en tout cas savent vers quel commercial envoyer. Par exemple, je vais avoir un partenaire manager qui va récupérer un lead, c'est-à-dire c'est un site e-commerce sur Shopify. En fait, on a un commercial chez nous qui est un expert de Shopify, donc on sait que ça va aller directement chez lui. Et ça, l'affectation se fait directement sans avoir de validation de ma part ou de la directrice commerciale. Donc là, et puis aussi, on a des binômes qui fonctionnent et ça se passe aussi en bonne intelligence où en fait, on sait qu'il y a certains sales qui sont très bons sur tel techno, sur tel vertical, sur tel secteur. Il y en a qui sont que e-commerce, il y en a qui ont une approche qui est beaucoup plus e-commerce et retail. On a des profils qui sont beaucoup plus seniors slash head of sales, donc eux qui vont vraiment travailler sur les grosses entreprises stratégiques mid-market enterprise. Et donc sur ces cas-là, en général, on valide l'affectation auprès de la directrice commerciale pour s'assurer qu'on le met au bon endroit, quoi. Mais en tout OK. cas, en résumé, la grille d'affectation est plutôt claire. Plus on arrive sur des gros clients, plus on donne un coup de tampon un peu collectif pour se dire où ça va. Il y a des binômes qui peuvent exister et je pense que c'est important de garder, enfin d'encourager en tout cas les affinités entre les équipes partenariats et commerciales. Faut pas non plus imposer des règles, faut quand même être un petit peu flexible. Et sur la partie vraiment on veut traiter de la masse, là il faut automatiser et c'est bien si c'est une personne identifiée. OK, très, très clair. Et du coup, justement, sur, parce que tu bon, as l'habitude, tu me connais, j'aime bien poser deux, trois questions en même temps. Sur cette dimension, mon plus gros défaut, sur le justement, le fait, de comment est-ce que ça tu as des exemples, par exemple, de sales qui ont été aidés à l'inverse? Parce que, bah, les sales, ils continuent à attaquer des boîtes, sans les partenaires et peut-être les partenaires peuvent avoir cette boîte et aider. Comment ça s'organise? Ça s'organise un peu, genre en mode, voilà, les gens se parlent beaucoup et donc ça se fait comme ça ou ça s'organise en fait? Alors, t'as les deux. La communication déjà c'est la clé. Que ce soit la communication formelle et informelle. Nous, on a beaucoup d'émulation dans l'open space chez nous. Les chargés de partenariat sont très proches des équipes commerciales. Déjà vous êtes en Euh, physique, donc on est c'est en physique pas pour la OK, quasi-totalité des équipes, on est en physique. Donc OK, ça marche très bien. Et ça fait que l'information circule très bien. On adore Slack chez nous. Beaucoup plus Slack que email en interne. OK, Et donc on a des channels Slack qui sont dédiés par partenaire. Donc tu vois, j'ai un channel Slack dédié Cegid, un channel Slack dédié à Shopify, un channel Slack dédié. Donc en fait, on sait que les actualités et le business sont toujours répertoriés à l'intérieur. Donc la communication passe vraiment par de l'informel dans l'open space et du canal Slack. OK, Ensuite, sur la partie vraiment chasse, croisée et influence, tous nos partenaires principaux, ou la majorité de nos partenaires, nos deux premiers tiers de partenaires, on fait des business reviews régulières. J'ai plein d'anglicismes depuis le début, navré, mais en tout cas, on fait des business reviews avec nos partenaires. En général, c'est toutes les 2 semaines, voire tous les mois, où en fait, on a identifié un top 10 de clients prospects qu'on a envie d'aller chasser ensemble, où il y a le partenaire qui va nous aider. En retour, on sait que nous, on va pouvoir l'aider sur ce top 10. Et donc, le rôle du chargé de partenariat, c'est d'aller, d'une part, récupérer des introductions sur ces prospects pour ensuite les envoyer vers le commercial dont le prospect est dans son plan de territoire. C'est pour ça qu'en fait, la construction des plans de territoire par l'équipe commerciale doit être hyper claire et partagée en interne, comme ça on sait exactement sur quels sont les comptes qu'on a envie de travailler, et derrière ça permet de relier les bons partenaires. Euh, Soit lors des business reviews, on peut utiliser le partenaire pour pouvoir faire de l'influence ou de la qualif. Et ça c'est OK. clé, ça c'est vraiment clé dans le fait qu'on arrive à mobiliser un écosystème de partenaires pour notre closing. Il y a un truc qui marche très bien chez nous, c'est qu'on a un channel Slack qui est dédié à la gestion des deals un peu stratégiques, où en fait, quand il y a un premier rendez-vous qui est effectué, le sales va faire un compte rendu avec la qualif, il va identifier toute la stack technique du marchand, avec le CMS, l'agence, le logiciel de caisse, le mainteneur, l'OMS, le cabinet de conseil s'il y en a, etc., etc., etc. Et en fait, il va identifier quels sont les partenaires qui sont présents. Si jamais on n'identifie pas la stack, en fait, on va faire en sorte que Charlie de partenariat puisse aller chercher de l'info. Et en fait, ce travail collaboratif, à l'initiative du commercial,
fait qu'il va être en capacité de vraiment dire quoi faire au chargé de partenariat en disant, moi j'ai ce deal en cours, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre comment CJ est intégré sur ce partenaire, ou j'ai besoin de savoir le cabinet de conseil qui est présent, comment est-ce qu'il bosse avec eux, est-ce que c'est toujours ce cabinet ou en fait est-ce que c'est un autre. Et c'est vraiment ce travail collaboratif qui fait que ça fonctionne. OK. Donc le travail du chargé de partenariat, c'est pas uniquement de générer des opportunités. Ce serait un peu se mettre le doigt dans l'œil que de penser ça. Il y a vraiment un travail de qualification et d'influence qui est clé et qui fait qu'aujourd'hui, quand on arrive en soutenance sur des deals ou quand on arrive sur un cycle de vente avec des marchands, et ben en fait, on est en capacité de comprendre beaucoup plus que uniquement la partie paiement parce qu'on a tout un écosystème de partenaires qui vient nous aider. Ah, c'est hyper intéressant. C'est voilà, c'est comme ça. En fait, il est clé dans votre capacité aussi également, pas uniquement à vous générer des leads, mais aussi à réduire les cycles de vente d'une certaine manière de la team commerciale. Et c'est important parce que parfois on parle de plein de stratégies pour pouvoir réduire les cycles de vente. Le partenariat, finalement, quand tu as une bonne stratégie, est une solution numéro un qui peut clairement Tout à fait. aider la partie sales. Ok, du coup on arrive à la fin de l'épisode. J'aimerais quand même qu'on parle de la partie quand même animation. On en a un peu parlé en filigrane, mais je pense que c'est quand même le pain le plus difficile en fait. Enfin, c'est le truc le plus compliqué d'animer. Tu peux avoir plein de gens qui, comme tu disais, te tapent dans la main, te disent viens, on va travailler ensemble, mais au final, bah, il se passe rien. Comment tu fais pour faire en sorte de t'assurer qu'il n'y a pas, alors il y a les business reviews, tu en as parlé, mais comment tu fais aussi également pour toujours t'assurer qu'il y a du lien en fait, parce que moi, ce qui me pose toujours problème quand j'entends parler de partenariat, je me dis mais c'est pas un client, donc c'est quelqu'un qui a pas la difficulté, euh, qui a pas d'urgence. En fait, je peux être sa deuxième priorité, pas sa première par rapport à ses clients. Et donc, du coup, comment tu fais pour être, bah, en fait, une priorité pour lui, voilà. Et surtout, ce qui m'intéresse, tu as parlé de business review. Comment t'imposes le fait de dire, écoute, mec, on va, on va se parler toutes les semaines, voire tous les mois. Tu vois, genre, c'est quand même assez engageant. C'est quelque chose que moi, en fait, de manière naturelle, je me dirais, ouais, ce serait peut-être beaucoup, tu vois, de faire ça. Donc j'imagine, c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le quick win est tellement clair, mais justement, j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dedans et que tu nous donnes un peu ton retour Ouais. d'expérience. Ouais. Euh, En gros, sur l'animation, en fait, pourquoi est-ce que des partenariats fonctionnent? C'est d'abord une question de, il y a quand même un élément qui est central, c'est que c'est une question de personne, hein. Ah, mais c'est bien intéressant de Il dire faut ça. bien s'entendre avec la personne en face, hein. Vraiment, ça c'est clé parce que si tu t'entends Ah, pas, mais bah en fait, t'as tu pas dis envie de ça comme bosser, ça, quoi. mais là, depuis tout à l'heure, on a parlé de quick win, d'argent, etc. Alors, en fait, finalement, le côté intuitu personnel est hyper important. Ouais, il est tout à Il est fait. central. Il est absolument central et en fait, c'est aussi ça. Enfin, il faut aussi aimer ce métier de partenariat, hein, parce qu'en fait, c'est vraiment, on passe notre journée au téléphone, on passe notre journée à l'extérieur, à aller animer des partenaires. On est en déplacement en France, on peut être en déplacement à l'étranger. Euh, de bientôt, nous, on va aller voir un partenaire à Montpellier. Moi, j'ai des personnes qui se déplacent, qui peuvent se déplacer à Nantes. On va aller voir un partenaire aussi à Bordeaux dans 3 semaines. En fait, faut aimer ça, faut aimer connecter avec les gens et il faut aimer faire du relationnel en permanence. Ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, comment est-ce qu'on impose une business review à un partenaire? En fait, la business review, elle arrive pas tout de suite. C'est-à-dire que en général, arriver à l'étape où on fait des business reviews régulières avec un partenaire, il s'est passé 6 mois avant. C'est-à-dire on a fait une première connexion avec le partenaire en face parce qu'on s'est retrouvés ensemble sur un deal, parce que nous, sur un appel d'offres, on a identifié que le partenaire était présent. On s'est croisé sur un salon et on a papoté. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, notre proposition de valeur, qu'on ciblait les mêmes marchands, donc il y avait peut-être un truc à faire. Nous, c'est beaucoup comme ça qu'on ouvre des partenariats, hein. C'est qu'on se rend compte qu'on travaille avec les mêmes clients ou qu'on chasse les mêmes clients. Donc on se dit, bah à partir du moment où on a la même cible, on prend un tableau blanc, on prend un crayon, on fait des dessins et puis on voit comment est-ce qu'on peut potentiellement s'aider, quoi. Hmm. Donc ça prend du temps. Derrière, il faut aller convaincre. Il y a le partenaire manager, mais il faut aller convaincre, il faut aller faire le mapping du compte, il faut identifier qui sont les décisionnaires. Il faut que tout le monde se parle, il faut que tout le monde se connaisse, parce qu'en fait, effectivement, ça veut dire que la boîte va commencer à vous allouer du temps, et c'est du temps qu'elle allouera pas bah, à un autre partenaire. Et donc c'est là où en fait le fait de d'apporter des quick wins aux partenaires potentiels est clé, parce qu'en fait, avant qu'ils vous fassent confiance et qu'ils vous accordent du temps, il faut qu'ils y gagnent quelque chose. Donc ça, c'est important. Et ça, en général, ça prend bah, plusieurs semaines, plusieurs mois, et assez vite, le temps de la business review, ou en tout cas de la régularité dans les échanges entre partenaires,
elle arrive quand c'est acté de deux côtés qu'il y a une finalité commerciale qui va nous faire gagner quelque chose, quoi. OK. Et vraiment là, ce qui déclenche la business review, c'est de se dire, en fait, on a des dossiers en commun. On se rend compte que là, toi, tu m'as aidé parce que je t'ai passé un coup de fil et je t'ai posé deux trois questions sur ce compte parce que je savais que tu étais présent dessus. En retour, toi, tu m'as appelé et tu m'as posé deux trois questions sur ce compte pour savoir quel était le bon contact, quel était le décisionnaire, quelle était la solution qui était déjà en place. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on commence à avoir beaucoup de dossiers et qu'on s'appelle pour beaucoup de dossiers. Donc, on se dit, ok, bon bah c'est peut-être le temps de faire une business review parce qu'en fait, on a des choses à se dire. Et c'est un peu dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Donc, vraiment, le lancement d'un partenariat, faut vraiment le voir de manière vraiment progressive où il faut comprendre ce que fait le partenaire en face, il faut comprendre sa solution, il faut comprendre comment est-ce qu'il travaille avec les marchands, est-ce qu'il y a une complémentarité potentielle entre nous deux, est-ce que le fit personnel marche, hein, est-ce qu'on a envie de bosser ensemble, est-ce qu'on a envie de passer du temps ensemble, est-ce qu'on peut se faire un ou deux quick wins à court terme, moi je peux t'aider, toi tu peux m'aider, et partant de là, en avant Guingamp, quoi. Voilà. OK. Heu, du coup, OK, très clair et bon, j'imagine c'est comme la partie sales, il y a des moments où tu as des partenariats qui s'essoufflent, Ouais. et cetera. Comment tu alors j'imagine c'est un peu ton rôle comme un directeur commercial qui va réanimer voilà. C'est quoi tes leviers justement que tu vas mettre en place? Tu as parlé d'Intuitive Personae, est-ce que c'est des restos? Je pense qu'il y a quand même est-ce que alors parce que moi quand tu me dis, stratégie partenariat, je me dis qu'il y a quand même en fait un budget à mettre sur des trucs un peu sympas parce que Ouais, justement, on n'est pas que sur de la relation, pure commerciale, même si je pense que mettez du budget aussi à vos commerciaux pour qu'ils aillent bouffer chez leurs je vois. clients, hein. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais du coup, et comment tu fais pour parfois rattraper un partenariat où tu sens que voilà, ça se perd, il y a des changements d'équipe en interne. C'est exactement la même chose parfois qu'un grand compte qu'on peut avoir sur des années, quoi. Ouais. Sur- C'est pas facile non plus comme question. En fait, les, En fait, en fait, ma si question, un c'est partenariat, comment tu vois si ton partenariat, en fait, j'imagine que tu as une espèce de, je suis désolée, hein, de température, tu vois, de température sur l'ensemble de tes ouais, partenariats, au-delà de la partie chiffres. Ouais, celui-ci, il fonctionne bien, il y a un bon fit avec mes équipes, ou bien, tu vois, c'est des choses qui sont pas palpables, tu vois, tout n'est pas mesurable dans un CRM. tout à fait. Tu le sais, enfin. Ça, c'est vraiment je pense, c'est l'intelligence ou du bon sens, peu importe comment on l'appelle, mais c'est aussi du ressenti. C'est-à-dire que moi, je laisse beaucoup d'autonomie euh, aux personnes de mon équipe pour décider si elles ont envie d'allouer du temps sur tel partenariat ou sur tel partenariat. Euh, ce pourquoi on a réussi à faire ce qu'on fait au niveau des partenaires aujourd'hui, c'est parce qu'on a beaucoup essayé. On a beaucoup essayé, on a beaucoup testé, on a parlé à beaucoup de gens, on a posé beaucoup de questions naïves, on a posé beaucoup de questions bêtes pour comprendre ce que faisaient certaines entreprises. Et en fait, c'est comme ça qu'on a fini par voir quelles étaient celles avec lesquelles on pouvait bosser et quelles étaient celles qui allaient nous aider et inversement. Euh, donc moi, je laisse beaucoup d'autonomie et je fais beaucoup confiance à mes équipes pour faire ça. Et puis quand on se rend compte qu'en fait on a passé du temps sur un partenariat qui nous sert pas à grand chose ou qui s'essouffle, bah, en fait il faut être très lucide et il faut se le dire, il faut se dire ok bon bah, en fait ce partenaire aujourd'hui en fait il me prend du temps, ça me sert pas à grand chose et puis je sens qu'en fait on n'arrive pas trop à connecter, bah en fait il faut être un peu pragmatique et il faut se dire bon bah c'est peut-être que c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne personne ou en fait il y a peut-être rien à faire et donc à ce moment-là il faut arrêter d'y consacrer du temps pour se concentrer sur autre chose et peut-être que ça reviendra après. Nous il y a des partenaires aujourd'hui je donne un exemple, mais les OMS, qui sont on a eu beaucoup de connexions, on a beaucoup creusé le sujet OMS il y a maintenant 2-3 ans. On avait identifié qu'il y avait un sujet d'intégration produit qu'on n'a pas réussi à tacler il y a 2-3 ans. Du coup, nos discussions avec les OMS se sont un peu essoufflées parce qu'en fait, la finalité était quand même produite, mais on arrivait à s'aider mutuellement sur des appels d'offres et sur des cycles de vente. Mais on savait que il fallait arriver à une finalité d'intégration ou d'innovation technologique qu'on n'a pas réussi à débloquer parce que il y a eu des choix technologiques de part et d'autre qui a été fait. Euh, et donc du coup on s'est dit bon bah c'est pas grave, on arrête et puis en fait on continue un peu à discuter avec eux et en fait on relancera de l'énergie sur cette verticale dans 2 ans quand on sera prêt quoi. Et ça je pense faut être un peu en paix avec soi-même sur ce sujet-là. S'il y a un partenaire qui s'essouffle, faut se le dire. Je pense qu'il faut aussi avoir la lucidité de se le dire avec le partenaire en face, hein, surtout si on a une bonne connexion avec lui, d'avoir ou avec elle, la possibilité de se dire bon bah écoute, en fait on passe du temps, mais ça nous rapporte pas grand chose, bah pas grave, On on se arrête. rappelle dans 6 mois et c'est ok, tu vois.
Mmh. OK, très, très, très clair. Bah, du coup, on va finir l'épisode parce qu'on a presque fait 1 heure. J'aimerais juste que tu finisses sur, hem, un conseil, tu vois? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui veulent essayer et comme tu dis, dans le milieu de la tech, mais pas que, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, les gens savent pas trop par quoi commencer et cetera. C'est quoi le premier conseil que tu dirais pour quelqu'un qui veut démarrer une stratégie? Un truc assez radical, tu Pour lancer une stratégie quoi? Partenariat? en partenariat, ouais. Hem, Au-delà de tester, et cetera, tu vois? Genre un truc que toi tu te dis: «Ça, écoutez les gars, si vous voulez que ça marche, faites ce truc-là, autrement il y aura un problème, quoi». heu, alors je vais reprendre un truc que je t'ai déjà dit, mais je pense que c'est, hem, faut être humble et faut pas être avare. C'est-à-dire que, heu, pour aller chercher des partenaires, c'est-à-dire pour aller trouver des boîtes qui vont consacrer du temps pour travailler avec toi, faut que tu arrives avec aucun préjugé sur la manière dont ces boîtes réfléchissent, aucun préjugé ou aucune idée préconçue sur la manière dont il va falloir que tu travailles avec elles. Euh, et surtout, il faut pas accélérer les choses. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu penses que cette boîte-là, elle est hyper pertinente pour bosser avec elle, que toi tu vas lui apporter une proposition de valeur de dingue, que vous allez créer une innovation technologique qui va être folle pour le marché. Vraiment, faut vraiment arriver avec aucune idée préconçue. Et quand je dis qu'il faut faire preuve d'humilité, c'est il faut vraiment arriver avec une démarche qui est de dire j'ai identifié que on était sur le même segment de marché, j'ai besoin de comprendre c'est quoi votre produit, c'est quoi votre positionnement, apprenez-moi votre métier parce qu'en fait, si je comprends votre métier, votre produit, moi je serai capable d'en parler à mes clients après. Donc ça c'est la Et première chose. Faut faire preuve d'humilité et après quand je dis qu'il faut pas être avare, c'est en fait, te euh, positionner toi-même en tant que prescripteur, en fait, dans ta valeur. exactement, exactement. Et Mmh. c'est et ensuite c'est une fois que ça s'est fait, il faut être en capacité de donner au partenaire, c'est-à-dire de lui dire bah en fait tu vas consacrer du temps avec moi, bah regarde, tu sais que ça va avoir de la valeur parce que moi je suis en capacité de te présenter tel client, tel client, tel client qui ont des problématiques sur justement ton métier. Je suis capable de t'aider en te donnant aussi des informations si je suis pas capable de te faire une introduction. Vraiment, il faut arriver dans cette démarche-là. Trop Il bien. faut vraiment arriver dans cette démarche et surtout pas d'idées préconçues, pas de projet d'intégration alambiqué dès le début. Il faut vraiment arriver sur quelque chose de simple, quelque chose de compréhensible et quelque chose de rapidement exécutable. Écoute, nickel, très, très Voilà. clair. Je te remercie énormément Alex pour tous ces partages. Où on peut te trouver? Bah, je suis là, hein. Sur LinkedIn? Non, mais sur LinkedIn, j'aime bien papoter moi sur LinkedIn. J'écris à plein de gens un peu tout le temps, toujours avec des questions un peu naïves. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Ça a l'air hyper intéressant. Venez, on s'en parle. Donc ouais, sur LinkedIn, ça marche. Je réponds pas trop aux mails de démarchage, hein, ça, comme tout le monde, je pense. Je réponds pas trop au téléphone aussi sur le numéro que je connais pas, honnêtement. Mais si vous m'appelez, laissez-moi un message, je l'écouterai. Shame on you parce que tu as été un ancien commercial, donc c'est vraiment shame on you. Si Ouais, même mais vous, les anciens commerciaux, vous ne répondez pas aux commerciaux, on n'est pas tiré d'affaire. ouais, mais alors tu vois, alors attends, ok, alors j'explique, mais franchement, je me fais call pas mal. Je sais. C'est pas toujours, c'est pas toujours ouf. Enfin, tu vois, c'est bref, je Mmh. suis passé par là. En plus, c'est pas cool, quoi. Par contre, de venir me parler via LinkedIn, moi, ça me va très bien. On engage une conversation. OK. Franchement, ça marche, quoi. Et ben, vous avez l'info. Et ben, Voilà. écoute, merci énormément et puis je te souhaite plein de réussites, pour Playplug. À très vite. Merci. Salut Laetitia, merci beaucoup. Ciao, ciao, à plus.